C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Les travaux de l'étude du projet exercice 2017 en commission budgétaire ont amorcé leur phase décisive avec le passage de l'exécutif devant les députés en commission. Vous suivrez le point de Amen Didier Humpenoudi dans ce journal. Les téléphones portables tournent pour la plupart aujourd'hui sous Android, un système d'exploitation mobile. Mais pourquoi et comment sécuriser son système Android? Élément de réponse dans ce journal. Surprise générale, Donald Trump élu 45e président des États-Unis. Qui est-il? Vous en saurez davantage dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Eden TV. Bienvenue dans ce journal. Les travaux de l'étude du projet du budget exercice 2017 en commission budgétaire ont amorcé leur phase décisive avec le passage de l'exécutif devant les députés en commission. Le ministre de l'économie et des finances et celui en charge du plan et du développement ont présenté ce mardi le programme d'investissement public. On fait le point avec Amen Didier, Humpenoudi et Romaïque de Vouchy. La phase décisive de présentation des budgets sectoriels démarre ainsi et l'honneur était au ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, qui a planché ce lundi où il a fait part aux élus du peuple que l'État affiche pour la gestion 2017 un besoin de financement de 1002,861 milliards de francs CFA. Ceci traduit la volonté du gouvernement de faire effectivement de la relance de l'économie son programme d'action mis en œuvre sur le quinquennat 2016-2021. De son côté, le ministre d'État en charge du plan et du développement, Ablaye Biotchane, est passé devant la commission budgétaire pour défendre la partie de son budget ayant pris en compte le programme d'investissement public PIP. Le coût total du PIP 2017 est de l'ordre de 808,32 milliards de francs CFA. Le PIP que nous venons de présenter est un projet très ambitieux. Il traduit aussi la vision que nous avons arrêtée dans le programme d'action de gouvernement il y a quelques jours. Et il traduit aussi les réformes qui sont à entreprendre pour que ce budget soit exécuté. Le projet de PIP, c'est plus de 800 milliards, vous le savez, 808 milliards. Ce sont des investissements structurants. Nous voulons la transformation de notre économie aussi. Nous voulons que cette économie puisse donner du travail surtout aux plus jeunes. Et c'est pour ça qu'avec ces montants qui, cumulés, sont plus élevés que les projets d'investissement qu'il y a eu les 2 années précédentes, nous sommes capables non seulement d'investir dans les infrastructures, mais aussi d'investir pour la transformation de l'économie en même temps que nous investissons pour soulager nos compatriotes les plus démunis. Le gouvernement entend investir dans plusieurs secteurs vitaux pour booster le développement. Ce budget, qui est de plus de 808 milliards, est financé pour près de 3/4 par des ressources internes et pour près d'1/4 par nos partenaires. Je l'ai dit, il traduit la volonté de notre gouvernement de transformer notre pays, d'investir dans les infrastructures, le port qui va être modernisé, le nouvel aéroport qui va être construit et les routes qui vont être pour certaines retracées et pour d'autres réparées. Mais nous allons investir aussi dans des secteurs clés de transformation que sont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique, mais aussi l'économie du savoir. Le gouvernement a l'ambition d'agir sur le travail de la jeunesse et surtout l'agriculture afin de ramener le taux de croissance à 7% avec la création d'au moins 500 000 emplois. Nous allons investir dans l'agriculture plus de 10% de notre budget d'investissement total. L'année prochaine, nous allons investir dans les secteurs sociaux près de 3 fois ce qui était investi les années passées. Donc nous avons l'une des politiques sociales les plus agressives. Mais ce qui est le plus social, c'est de donner du travail aux jeunes.
Les audiences publiques en commission se poursuivent et chaque département ministériel passe devant la commission budgétaire pour exposer les grands axes de son projet de budget pour le compte de l'année 2017. Je vous l'annonçais en titre, les téléphones portables tournent pour la plupart aujourd'hui sous Android, un système d'exploitation mobile pour smartphone, un taux d'utilisation élevé dû à un téléchargement plutôt facile et gratuit des applications. Mais cette liberté qu'offrent ces types de téléphones à leurs utilisateurs expose les portables Android à beaucoup de risques. Pourquoi et comment sécuriser son système Android? Élément de réponse avec Fréjus Serlan et Fréjus Fursi. Envoyer des messages, passer des appels ou faire usage des différentes fonctions de nos smartphones, toutes ces activités dépendent des systèmes d'exploitation implantés sur les appareils. Et c'est le système Android libre et gratuit qui constitue le logiciel de premier choix pour les fabricants de téléphonie mobile. Mais il pose un problème de sécurité pour les utilisateurs car les applications qui se retrouvent sur ce système d'exploitation peuvent être conçues et déposées par tout le monde. Dès lors, la protection de nos systèmes Android devient un impératif. Déjà en 2013, un sondage dénommé Études Smartphone qui a été réalisé par CNIL France et Internic révèle déjà que 73% des utilisateurs de téléphones portables aujourd'hui se connectent à un réseau social. 38% ont leur géolocalisation allumée en permanence sur leur téléphone. Vous voyez, 24% utilisent leur téléphone pour tout ce qu'il y a comme communication, surtout en matière de santé. 96% déposent des photos et des vidéos dessus. Donc, vous constatez que cela fait, sur les téléphones aujourd'hui, notre vie, nos données personnelles sont tout le temps déposées sur ces téléphones. Pour protéger ces données personnelles, il convient d'avoir les premiers réflexes. Lorsque je veux sécuriser mon système Android, j'ai le téléphone Android en main, la première des choses que je fais, c'est tout simplement d'utiliser le système de verrouillage. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui laissent leur Wi-Fi allumé en permanence. Ce n'est pas une bonne attitude. Parce qu'à partir du Wi-Fi, vous vous mettez en contact alors avec un autre réseau. Et celui qui est de l'autre côté alors, puisque vous vous mettez dans un réseau, tout homme aussi peut nécessairement, n'importe qui aussi peut se greffer à vous et avoir accès à vos données. À des moments donnés, il y a beaucoup d'applications qui vont vous dire, nous aurons accès à des données. Lisez correctement de quelles données auront besoin alors ces applications que vous voulez installer. Parce que lorsque vous leur donnez tous les droits, ils peuvent envoyer, ils peuvent copier votre email, copier votre mot de passe, copier toutes vos données personnelles et envoyer sur un serveur, sur le serveur de celui qui a fabriqué l'application. Lorsque vous êtes en train d'utiliser votre téléphone, n'oubliez pas, pour vos transactions, vous voulez faire des affaires avec quelqu'un, n'oubliez pas de chiffrer vos données. La sécurité des systèmes Android passe aussi par de petits détails qu'on néglige souvent. Un antivirus sur votre téléphone est toujours aussi important parce que c'est l'antivirus qui va vous protéger de toute intrusion extérieure ou même de tout ce qui aura comme virus que vous pouvez copier. Le téléphone doit être à jour. Les applications que vous avez dessus doivent être à jour. Il y a beaucoup de personnes pour problème de forfait refusent de faire les mises à jour. Votre téléphone n'est pas alors sécurisé. Protéger son Android, c'est aussi prévoir la perte de son smartphone. Déjà, installer le système de traçage de votre téléphone sur votre téléphone, c'est tout simple. Il y a Drive qui est déjà natif à tout téléphone que vous pouvez configurer déjà aujourd'hui que vous avez votre Android, de telle sorte que demain, lorsque quelqu'un va le voler, vous pouvez toujours le tracer. Il faut toujours sauvegarder ces données. Sur votre application, il y a la possibilité de sauvegarder ces données où vous pouvez télécharger de petites applications que vous pouvez mettre afin de sauvegarder vos données et les images, les vidéos, vos contacts, vous pouvez les enregistrer dans le nuage juste à partir de votre compte Google. Dernier rappel, ne jamais télécharger les fichiers qui ont 2 extensions, c'est forcément un virus. Il faut aussi avoir à l'esprit que sécuriser son système Android a forcément un coût en temps et en mégaoctets. Restons dans ce registre pour parler à présent du portefeuille électronique. De nombreux Béninois se servent aujourd'hui de leur carte bancaire et de leur téléphone pour des transactions. En quoi cette méthode est-elle sécurisante? Court-on des risques en adoptant le portefeuille électronique? Élément de réponse avec Fréjus Serlan.
Fruit d'une évolution des processus de dématérialisation de l'utilisation de la monnaie, les portefeuilles électroniques mobiles sont en pleine expansion au Bénin. Grâce à des applications sécurisées installées sur le téléphone portable par certains opérateurs mobiles GSM, les transactions financières sont de ce fait de plus en plus aisées pour les citoyens béninois. En substitution au numéraire qui peut être source de risque pour l'acheteur et le vendeur, le portefeuille électronique mobile, au-delà de la sécurité, peut remplir bien d'autres fonctions. On peut procéder aux abonnements. Ça, c'est déjà un avantage. Ou peut-être on peut faire des achats à distance. Tu peux automatiquement rester sur place et t'acheter du crédit. De la même manière, tu peux aller dans une station pour prendre de l'essence à partir de ton compte. Plus étendu encore que le réseau bancaire traditionnel, ce système de transactions financières apporte une satisfaction nouvelle aux personnes ayant à charge des parents dans des contrées enclavées. De la monnaie électronique, et ça nous permet de faire vite les transferts dans des villages ou dans des villes chaque fin du mois pour envoyer une somme à ma mère ou à mon père, les deux géniteurs. Je suis déjà habitué et ça me donne beaucoup de soulagement. Et les géniteurs me disent souvent que c'est vite fait, quoi. Néanmoins, s'il est toujours aisé d'approvisionner un compte par un dépôt d'argent, le retrait relève quant à lui de grosses difficultés. Quelqu'un peut venir ici et dire qu'il veut faire un dépôt de 100 000 francs par exemple. Bon, je peux facilement accepter, mais par contre, un retrait de 100 000, si je sais que je n'ai pas de la liquidité, il y a d'autres qui ne disent pas la vérité, qui pensent que non, c'est la connexion qui flotte, alors qu'en réalité, eux-mêmes, à leur niveau, ils n'ont pas de liquidité pour pouvoir satisfaire un client. Encore à l'étape embryonnaire, le portefeuille électronique mobile dans son extension risque peut-être à long terme de constituer un problème pour le circuit bancaire traditionnel. Descendons à présent dans les rues de Cotonou et autres villes du Bénin et on constate l'exposition de l'essence aux abords des voies, un phénomène qui a retenu notre attention. Mais quelle est la différence entre la qualité de l'essence fournie par les stations-service et l'essence frelatée? Suivez ce reportage pour vous en convaincre. Chaque jour, des milliers de véhicules sont approvisionnés en essence, soit dans les stations-service ou aux abords des routes en essence de contrebande communément appelée paillot. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait entre autres la différence entre l'essence vendue dans une station-service et l'essence de contrebande? Il y a deux volets dans cette histoire de essence paillot ou pas paillot là. Si vous avez tiré votre essence à la raffinerie, d'accord? Vous avez transporté jusqu'à, je ne sais pas quoi, dans une citerne et quelqu'un vient avec un bidon, alors que l'autre va avec sa citerne pour déposer dans une station-service. Ce n'est pas la même chose. Quelle précaution celui qui a amené les bidons a prise? Le rapport qualité entre l'essence de contrebande et l'essence d'une station-service se réduit-il seulement aux conditions de transport du liquide? Là où on peut parler d'essence frelatée, dit paillot là, c'est si vous allez au Nigeria, dans le delta, vous allez voir que les gens font eux-mêmes la distillation. Vous convenez avec moi que dans ces conditions, compte tenu de du fait que j'ai dit que c'est une question de température, je ne crois pas que ces gens qui font la distillation, comme on fait la distillation du vin de palme pour avoir le soda-bi, aient les dispositifs pour contrôler la température de sortie de tel ou tel produit. Le reste, c'est des manipulations. Il y en a qui ajoutent du pétrole, de l'empan. Bon, là, c'est vraiment du frelaté. Les propriétaires des véhicules sont-ils alors conscients du rapport qualité qui existe entre les deux types d'essence? L'essence paillot, tout le monde l'utilise. Mais on constate que à la fin, il y a des déchets qui endommagent le moteur. La fois dernière, j'avais eu un problème et mon mécanicien m'avait suggéré que c'était l'essence paillot qui est à la base de ce problème. Et histoire de pompe à essence, ça m'a traîné, on a acheté 5 avant que ça ne marche. Malgré les dommages que créent selon les usagers de nos routes l'essence de contrebande au moteur des véhicules, certains ne sont pas prêts à s'approvisionner dans les stations. À la station, des fois, il ne met pas la quantité suffisante
au moteur. Que pense alors le chef station Étoile Rouge de cette idée? C'est des machines. Les machines peuvent débiter en trop ou bien en moins. In fine, chacun est libre de choisir entre l'essence de contrebande et l'essence vendue dans nos stations-service. Mais il est mieux de préserver son moteur des pannes régulières afin d'éviter de laisser traîner sa voiture au beau milieu des chaussées comme l'on en observe souvent dans la ville de Cotonou. Hors du Bénin, nous sommes en interactualité. La nouvelle constitution ivoirienne approuvée par référendum le 30 octobre a été promulguée par le président Alassane Dramane Ouattara lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Devant le gouvernement et des représentants de l'État, le président ivoirien a signé le texte de promulgation qui donne naissance à la Troisième République. La nouvelle constitution a pour but de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire et clarifie les conditions d'éligibilité du président de la République. Le milliardaire Magma Immobilier et ancienne star de la télé-réalité, Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine, un séisme politique qui plonge les États-Unis et le monde dans une incertitude vertigineuse. Reportage. Ces déclarations choc l'ont conduit à la nomination du Parti républicain. Elle lui ouvre désormais les portes de la Maison-Blanche. Un message fort contre l'establishment et la classe politique américaine. Pourtant, dans son premier discours de victoire, Donald Trump se veut rassembleur. Je dis qu'il est temps de se rassembler pour devenir un peuple uni. Le moment est venu. Je promets à chaque citoyen de notre pays que je serai le président de tous les Américains. Homme d'affaires milliardaire, ancienne star de télé-réalité, Donald Trump a connu 2 divorces et est père de 5 enfants. Il a construit sa fortune sur celle de son père millionnaire et promet de diriger le pays comme ses entreprises, même si plusieurs d'entre elles ont fait faillite. Les mises en garde d'Hillary Clinton n'ont rien changé. Assurez-vous qu'il n'ait jamais la possibilité de mettre l'Amérique en faillite, comme il l'a fait pour ses entreprises. Ces promesses de campagne sont décrites comme populistes. Construire un mur le long de la frontière mexicaine, mettre fin aux accords de libre-échange ou encore renforcer la présence militaire américaine sur la scène internationale. Ils ramènent de la drogue, de la criminalité, ce sont des violeurs, même si certains, je suppose, sont de bonnes personnes. Donald Trump demande d'interdire totalement aux musulmans d'entrer aux États-Unis. Bien sûr que nous construirons un mur et que c'est le Mexique qui paiera. Fatigué par les blocages à Washington, ses électeurs apprécient ses commentaires extravagants et son profil inhabituel dans le paysage politique américain. Un débutant en politique monte en scène et l'emporte. C'était choquant. Il a su lire l'électorat américain mieux que les politiciens. Durant la campagne, la Russie a été accusée de le soutenir et les services de renseignement américains estiment que les Russes ont piraté les emails d'Hillary Clinton. Durant près de 2 ans, le candidat républicain a résisté à tous les scandales. Avec cette victoire, il s'assure une nouvelle fois d'être au centre des discussions pour les 4 prochaines années au moins. Avant l'élection du milliardaire Donald Trump, quelle est l'ambiance qui a rayé dans la nuit électorale aux États-Unis? Un sujet de Helmut Komlanvi et de Horacia Jodi. Donald Trump, 45e président des États-Unis d'Amérique. Le candidat républicain qu'un seul sondage a annoncé à la Maison-Blanche sera donc le successeur de Barack Obama. Jamais le milliardaire américain, privé de soutien de certains membres du Parti républicain, n'a cru en sa défaite, encore moins ses électeurs. Mardi nuit, en pleine soirée électorale, ils semblaient être prêts à vivre un événement qui, selon eux, plongerait les États-Unis et le monde entier dans une incertitude vertigineuse. Les gens veulent du changement. On veut que notre économie s'améliore. On veut être en sécurité. On veut quelqu'un qui dirige ce pays, qui s'occupe de nous. On a tous un peu peur, donc avoir quelqu'un comme lui à nos côtés, c'est merveilleux. Côté Clinton, ses électeurs ont passé la soirée électorale dans l'angoisse tant les résultats partiels prouvaient l'avance de Trump. Mais il restait optimiste. Je me sens anxieux, mais j'ai l'impression que nous allons finalement passer.
il arrive à gagner. C'est certainement une énergie différente en ce moment. C'est beaucoup de surprises, beaucoup de chocs. Beaucoup de gens sont probablement inquiets en ce moment. Un optimisme finalement vain puisque Trump a été élu nouveau président des USA. Qui est réellement Trump, celui-là qui devient le 45e président des États-Unis? Ibrahim Orounam nous propose ici un portrait du magma immobilier. Donald Trump est né le 14 juin 1946 dans le Queens à New York. Ses parents l'inscrivent dans une académie militaire afin de canaliser son énergie d'adolescent. À sa sortie, il s'inscrit en cursus économie et décroche un diplôme de la Wharton School of Finance de l'Université de Pennsylvanie avant de rejoindre l'entreprise familiale spécialisée dans l'immobilier. Donald apprend les rouages du métier sous la houlette de son père et se montre très rapidement doué pour les affaires. En 1983, il construit son premier gratte-ciel, la Trump Tower, qui marque le paysage new-yorkais. À la tête d'un empire financier, Donald Trump érige des bâtiments prestigieux qui portent son nom. Une décennie plus tard, lors de la crise immobilière de 1990, il doit faire face à des dettes qui s'élèvent à plusieurs milliards de dollars et frôlent la faillite. Mais le maillon de l'immobilier de luxe tire son épingle du jeu et rebondit. En 2005, son groupe est à nouveau confronté à la faillite à cause de ses casinos d'Atlantic City. Mais il sauve in extremis ses affaires. Dès lors, l'entrepreneur avisé multiplie les associés afin de minimiser les risques financiers et développe un système de licences qui lui permettent d'apposer son nom sur des gratte-ciels sans qu'ils lui appartiennent. Parallèlement, véritablement touche à tout, il diversifie son groupe dans le prêt-à-porter, la création de parcours de golf ou encore la formation professionnelle. Médiatique, l'homme d'affaires décide de créer et coproduire en 2004 une émission de télé-réalité. Le succès est immédiat et l'émission pulvérise des records d'audience. En juin 2015, le milliardaire est de retour sur le devant de la scène politique, presque 20 ans après sa première candidature aux primaires républicaines en 1996. Il choisit le hall de la Tour Trump à New York pour lancer sa candidature aux primaires républicaines en vue de l'élection présidentielle de 2016 qu'il vient de remporter. Il faut donc dire que Donald Trump entrera en fonction le 20 janvier 2017. Allons au Cambodge à présent. Un meneur en exil, un autre retranché au quartier général du parti et des députés qui ne siègent plus au Cambodge. L'opposition est prise en étau à l'approche d'élections cruciales pour ce pays dirigé depuis 31 ans par le même Premier ministre. Reportage. Depuis quelques mois, la vie de Kem Sokha se résume à ces deux pièces. Le leader de l'opposition cambodgienne a été condamné à 5 mois de prison dans un complexe dossier de scandale sexuel. Il est depuis mai retranché dans les locaux de son parti à Phnom Penh pour protester contre un procès qu'il juge politique et le climat d'intimidation qui règne au Cambodge. Je suis ici car je souhaite me battre pour une normalisation de la situation. Un meilleur environnement politique pour tous, pour que nous puissions préparer des élections libres et équitables. Face à l'opposition se dresse Hun Sen, Premier ministre depuis plus de 30 ans. Le pays va voter pour des municipales en 2017 et des législatives en 2018. L'approche de ces élections a fortement exacerbé les tensions politiques et la répression contre l'opposition. Son autre leader, Sam Rainsy, aussi poursuivi, est aujourd'hui en exil. La situation est complexe car le parti au pouvoir contrôle toutes les institutions et s'en sert pour faire pression sur ses opposants. Pour faire passer ces messages, l'opposition a lancé la bataille sur les réseaux sociaux. À l'étage, au-dessus de la chambre de Kem Sokha, des militants produisent des journaux télé pour cibler les plus jeunes. Au Cambodge, plus des 2 tiers de la population a moins de 30 ans. Au Cambodge, les jeunes ne regardent pas les médias traditionnels car ils savent qu'ils ne montrent pas la réalité. C'est pour cela qu'ils suivent surtout les réseaux sociaux, plus fidèles à la réalité. En parallèle, Kem Sokha continue à régulièrement mobiliser ses partisans, mais uniquement derrière les murs de son parti. Le Premier ministre a promis d'éliminer ses opposants s'ils osaient descendre dans la rue pour protester.
Fin de cette édition réalisée par Narcisse Routon de Main de Maître. Merci de nous avoir suivis chez vous. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.